Bonjour à tous. Donc, comme je le disais, bienvenue pour cette nouvelle webconférence de Secret Planet. Nous mettons le cap ce soir sur le Pérou, une terre de trek et de fêtes, d'une incroyable diversité géographique et culturelle. Nous avons la chance d'avoir David avec nous présent ce soir. David est en charge de l'Amérique latine, bien sûr, et de l'Asie himalayenne pour Tamera. Il a traversé l'Amérique du nord au sud entre 2005 et 2007, donc pendant 2 ans. Avant de débuter, donc de lui passer la parole, je vous rappelle quelques éléments importants pour interagir au mieux avec nous au cours de cette webconférence. La première chose, c'est essentiel, utiliser le navigateur Chrome pour avoir le moins possible et pour éviter donc les décalages du son et de l'image. Et ensuite, selon le support sur lequel vous regardez la webconférence, vous avez une bande blanche soit à droite, soit dessous, et sur lequel vous avez 4 onglets. Bon, l'onglet le plus à gauche, on va dire, c'est l'onglet chat, là où vous pouvez écrire en même temps qu'on discute. Tous vos commentaires sont vus de tous. L'onglet questions qui est le plus important pour vous parce qu'il permet de poser les questions directement à David. Je les reprendrai à la fin pour une meilleure fluidité. Et enfin, l'onglet sondage. Là, il est important pour nous améliorer et pour préparer les prochaines webconférences. Bon, cette fois-ci, je crois qu'on est tout bon. Je vous rappelle la prochaine webconférence qui aura lieu le mercredi 15 mai sur l'Afrique du Sud. Et maintenant, place à David. Bonjour à tous. Donc ce soir, on va parler du Pérou. Donc le Pérou, c'est un grand pays d'Amérique latine, d'Amérique du Sud. Thibaut va nous montrer une carte, là vous pourrez voir un peu plus. Donc bon, ça a été créé au 19e siècle après la conquête espagnole. Et donc maintenant il y a des frontières avec l'Équateur, le Brésil et la Bolivie. On peut voir qu'il y a, on est toujours dans l'imaginaire. Pour nous, le Pérou, c'est les Incas et la cordillère des Andes, mais c'est évidemment beaucoup plus vaste que ça, parce que l'Amazonie prend plus de la moitié du pays. Donc l'Amazonie est très important. C'est surtout la naissance de l'Amazone, du fleuve Amazone et de l'Amazonie. La cordillère des Andes, évidemment, qui le traverse, et puis l'océan Pacifique. Donc, il y a une diversité assez incroyable dans ce beau pays. Donc, en termes de civilisation, il y a évidemment la civilisation Inca, mais qui finalement est très récente. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que cette civilisation Inca a beaucoup repris des civilisations pré-Inca qui sont très, très intéressantes. Voilà comme tour d'horizon. Donc, ce qu'on peut voir, c'est le sud du pays qui est le plus connu, avec la ville de Cusco, qui était la capitale des Incas, qui veut dire le nombril du monde en langue quechua, qui est la langue des Incas. Et puis un peu plus au sud, le lac Titicaca, qui est partagé entre le Pérou et la Bolivie. Vous pouvez voir peut-être sur la carte aussi la ville d'Arequipa avec son canyon, le canyon de Colca, où on peut voir des condors, et c'est aussi une très très belle ville coloniale. Donc ça, c'est ce qu'on connaît, c'est ce que beaucoup de gens connaissent du Pérou. Après, évidemment, plus au nord, on a toute la partie Amazonie avec vous pouvez peut-être apercevoir Pucallpa, Tarapoto et surtout Iquitos, qui est la plus grande ville d'Amazonie qui n'est pas reliée par la route. Donc l'accès se fait uniquement par avion ou par voie fluviale. Et de Iquitos, nous pouvons rejoindre le Brésil toujours en prenant des bateaux et en allant jusqu'à Manaus, voire jusqu'à l'Atlantique. Et puis, tout au nord, vous verrez dans la région de Huaraz que la cordillère blanche enfin toute la cordillère des Andes qui monte. Donc là, on a plusieurs trekking effectivement qui sont dans cette région. Et les villes de Trujillo et Caramarca où on peut voir beaucoup de vestiges de civilisation pré-Inca. Donc en fait, le nord du Pérou est assez peu visité comparé au sud. Et en fait, il a énormément d'attractions et il est très souvent dans l'ombre du Machu Picchu. Mais je vous conseille fortement d'aller faire un tour dans le nord du Pérou parce qu'il y a des choses assez extraordinaires à voir tant en termes culturels et archéologiques qu'en termes de randonnée avec cette fameuse cordillère blanche et Huayhuash. Donc, on peut enchaîner justement sur la randonnée puisque, évidemment, on est spécialisé dans les peuples et dans l'aventure et la randonnée. Donc, le Pérou est une région qui est assez intéressante pour cela. Donc, dans le sud du Pérou, on a un massif qui s'appelle l'Aosangaté, qui est à plus de 6000 mètres d'altitude, et dans la cordillère Vilcanota, et parmi donc les grands treks à faire, le plus fabuleux, qui est vraiment exceptionnel, c'est le tour de l'Aosangaté. Donc, vous pouvez voir ici quelques images.
C'est un trekking d'altitude. On a avec nous donc des chevaux pour le portage, une équipe de cuisine, et on va de lagune en lagune, qui sont aussi belles les unes que les autres. Il y a beaucoup d'animaux, des bergeries, de la nature, avec des oies, des biscachas, des lamas, avec beaucoup d'oiseaux et des bergeries, comme je disais. Voilà. Donc la population du sud du Pérou est essentiellement quechua. Ici, on peut voir la montagne de cette couleur qui, depuis quelques années, est devenue très, très touristique. Et comme vous avez pu la voir, elle est absolument magnifique. Donc maintenant, la plupart des itinéraires de Laosangate passent par la montagne de cette couleur, la montagne arc-en-ciel. Alors, on a aussi un autre voyage autour de Laosangate. Donc ici, on peut voir les images de Laosangate, le tour classique. Et il y a 2 ans, je suis allé en voyage de reconnaissance avec un groupe et nous avons effectué un autre trajet beaucoup plus large qui s'appelle la Haute Route de Laosangate et qui passe par des hauts cols à plus de 5000 mètres et qui permet de voir la montagne depuis d'un peu plus loin, donc d'avoir des meilleures vues sur le massif et par un itinéraire assez sauvage et très peu emprunté. Donc on continue sur ces images de Laosangate, mais on peut aussi s'éloigner un petit peu en termes de trekking. Donc bon, il y a aussi dans le nord, donc il y a vers le Machu Picchu, avant d'aller vers le nord, on a vers le Machu Picchu. Nous avons aussi la vallée de l'Ares qui est très intéressant avec beaucoup de villages. Nous avons et les massifs du Salcantay, évidemment aussi des petits chemins de randonnée avec de la petite randonnée pour aller de site Inca en site Inca. Donc on a un voyage qui s'appelle l'immersion péruvienne qui nous permet de découvrir des sites Inca assez peu visités puisqu'il faut y aller en marchant. Et puis il y a aussi le fameux chemin de l'Inca, qui est un chemin qui était pratiqué, le Capacñan, donc un chemin qui était pavé et pratiqué à l'époque des Incas. Et il y a beaucoup de vestiges. C'est un chemin très connu, mais il faut réserver 6 mois à 1 an à l'avance pour y avoir accès, parce que les nombres de places sont limités. Donc là, on va regarder à nouveau quelques images de la haute route de Laosangate, donc ce voyage dont nous avons reconnu l'itinéraire il y a quelques années. Et puis on peut parler aussi du nord du Pérou avec des belles randonnées. Donc la Cordillère Blanche qui est en altitude, qui est vers Chavin. Donc Chavin, c'est le nom d'une civilisation pré-inca. On l'a appelée très longtemps la mère de toutes les civilisations pré-inca puisqu'elle est assez ancienne. Maintenant, on a découvert Caral, on a découvert d'autres sites qui nous permettent de dire qu'avant Chavin, il y avait déjà des éléments de civilisation assez développée. Et puis à côté de Chavin, il y a cette cordillère blanche dont on peut faire le tour avec une montagne absolument magnifique qu'on appelle l'Alpamayo, qui est pour beaucoup, pour les Péruviens en tout cas, la plus belle montagne du monde, qui pourrait concurrencer la Madablam pour ceux qui connaissent le Népal. Donc c'est pas la plus haute montagne du Pérou, qui s'appelle le Huascaran. Elle est plus basse, mais elle est absolument magnifique, l'Alpamayo. Et puis, autrement, nous avons la cordillère Huayhuash, qui est une très belle cordillère. Pour beaucoup, c'est peut-être le plus beau trek à faire au Pérou, c'est la cordillère Huayhuash. Donc, on va d'abord s'acclimater dans la cordillère Blanche, et puis après, on va faire le tour de la cordillère Huayhuash. Donc, on peut aller voir, pour vous donner une idée, on a développé depuis quelques mois, on est en phase de développement de cartes animées sur Google Earth qui nous permettent d'avoir une idée de l'itinéraire. Donc là, vous pouvez voir cet itinéraire. Je ne sais pas si on peut enlever le son. Non, c'est difficile. Et ça vous permet finalement, ces itinéraires sur Google nous permettent d'avoir une bonne idée de cette cordillère et de l'itinéraire en fait. Peut-être ici. Voilà, donc vous pouvez voir les lagunes, le massif enneigé, très bien. Je ne sais pas si peut-être que vous continuez à nous entendre, mais en tout cas, ça donne une bonne idée de l'envergure de ce trek et puis de l'environnement haute montagne de ce voyage. Alors, et bon, après, nous pouvons partir de ces belles images de montagne pour quitter un peu le monde de la randonnée. Parce qu'il y a un domaine, quelque chose d'intéressant qui est aussi une de nos spécialités, puisqu'on est spécialisé dans les peuples, les ethnies, les fêtes. Et puis c'est vrai que moi, en tant que photographe aussi,
ce que j'aime bien, le moment où on peut vraiment partager la culture des peuples, c'est pendant les fêtes. Au Pérou, il y a beaucoup de fêtes. Donc, il y en a quelques-unes dans le sud Pérou qu'on va vous présenter. On va commencer les images. Et parmi ces fêtes, donc ça se situe la plupart des fêtes le mois de juin. En fait, le mois de juin est un mois très intéressant. On parlera peut-être de l'époque pour aller au Pérou, mais le mois de juin est très intéressant. Bon, déjà, les billets d'avion sont moins chers, ce qui permet d'avoir des tarifs plus intéressants, mais aussi à toutes ces fêtes en juin, il fait un peu moins froid et le temps est très très bien. Donc, parmi tous ces événements, il y a un pont qu'on appelle le dernier pont Inca, qui s'appelle le pont Quechua-Chaca. Population, donc on va assister à la fabrication d'un pont Inca traditionnel, un pont suspendu qui permet de traverser un canyon, d'aller d'une vallée à l'autre. Et il était fait avec une herbe. Donc on va voir toute cette fabrication. L'herbe s'appelle la litchou. Elle est ramassée par les femmes pendant plusieurs jours. Après, elle est mise à sécher. Ensuite, elle est arrosée. Elle est tressée. Avec ces tresses, on va à nouveau tresser des cordes. Donc, il y a tout un processus qui est assez impressionnant. Vous voyez la taille ici sur ces images des cordes principales. Donc, ça demande beaucoup de travail de la part des hommes au-dessus du canyon. Et puis après, on va passer ces cordes tressées d'un côté à l'autre de la rive. Donc, ça demande un travail d'équipe. Il y a 4 villages, 4 communautés différentes qui s'occupent de la fabrication de ce pont. Donc, chaque communauté a un travail bien particulier à faire. Les hommes, les femmes n'ont pas accès à ce côté-là du pont. Il y a ce qu'on pourrait appeler des amaotas ou des chamans, des hommes de la religion préandine finalement, qui parlent aux esprits, qui vont faire des cérémonies, parce que c'est un travail très dangereux. Évidemment, on va mâcher la coca, la feuille de coca à ce moment-là. Et puis, vous avez vu qu'après, sur le pont, on met les petites cordelettes une par une pour faire les rambardes. Donc, c'est un travail assez impressionnant qui a plusieurs, en tout cas, 1000 ans de savoir-faire, voire beaucoup plus. Et c'est devenu un événement touristique finalement, puisque en fait l'idée c'est que ces communautés n'ont plus besoin de ce genre de pont, donc elles vont oublier ce savoir-faire. Et là, des amis avec des sponsors ont décidé de financer finalement la communauté pendant quelques jours pour qu'elle continue à le faire tous les ans et qu'elle ne perde pas ce savoir-faire. Donc c'est rentré au patrimoine mondial de l'humanité, d'ailleurs, ce savoir-faire. Voilà pour ce qui est de ce pont. On y passe en général 2 à 3 jours. Et en fin de fabrication du pont, il y a une fête absolument magnifique avec des chants, des danses. Et la population est là. Et finalement, il y a autant de population, voire plus, que de touristes qui viennent seulement y passer quelques heures, alors que nous, on reste y camper. Alors, un autre événement assez extraordinaire, c'est le plus grand pèlerinage d'Amérique latine et d'Amérique tout court, puisqu'on a des dizaines de milliers, voire peut-être 100 000 personnes qui viennent camper à plus de 4000 mètres d'altitude pour faire ce pèlerinage syncrétique, donc à la fois catholique, de foi catholique, mais avec un mélange de religion andine, puisque le syncrétisme, en fait, qui est ce mélange de religion catholique avec emprunt de toutes les croyances pré-catholiques, donc andines, est très présent. Donc l'histoire dit qu'il y a un berger qui a joué avec un petit enfant qui serait un saint finalement, et du coup c'est pour ça que c'est devenu catholique. Mais finalement on allait chercher sur les glaciers, puisqu'on est en altitude, les hommes qu'on appelle des ukuku, des hommes ours, on les verra sûrement sur les photos. Ils ont des tuniques un peu avec parfois, voilà, en voilà un, donc coucou. Vous pouvez voir qu'il a un fouet, le chicote, qui sert à se faire respecter et puis à punir, parce qu'il y a beaucoup de règles à respecter. Et donc, il arrive qu'on se prenne quelques coups de fouet. C'est des bons coups de fouet, je peux vous dire par expérience, ça laisse des bonnes traces de sang sur les mollets ou sur les fesses. Voilà. Donc, on n'a pas accès forcément à tous les rituels, mais il y a énormément de rituels. Vous pouvez voir là des ukuku qui viennent, on les appelle les 4 nations Inca, Tawantinsuyu. Et vous pouvez voir ces 4 nations habillées différemment, avec des croix, des couleurs différentes, qui viennent se rendre en pèlerinage, plus les pèlerins en famille qui viennent y passer au moins une journée ou 2 jours.
Donc là, ce qu'on peut voir, par exemple, il y a un marché au miracle un petit peu, et ce qu'on peut voir là, c'est un faux mariage. Donc c'est un prêtre qui vient marier pour de faux des personnes qui ont envie de se marier dans la vraie vie. Et pareil, on peut acheter un certificat de notaire si on a envie d'être notaire. Si on veut avoir un grand camion d'entreprise de matériaux, on peut s'acheter un petit camion en plastique et puis construire sa maison. Si on veut une maison, on la construit en cailloux et on imagine que ça va se réaliser dans l'année. Et l'idée, c'est de monter après sur les glaciers. Vous pouvez voir le drapeau Inca du Tawantinsuyo, justement, qu'on peut voir ici, et de monter sur les glaciers pour aller faire des cérémonies à presque 5000 mètres d'altitude, y passer une partie de la nuit et redescendre. Donc, c'est un événement haut en couleur. Vous pouvez voir les masques, les danses. En termes de son, c'est 24 heures sur 24. C'est-à-dire que les femmes qui montent là-bas ont jusqu'à 7 tenues de danse différentes. Les musiciens vont jouer de la musique traditionnelle andine, mais aussi de la trompette, de la fanfare, du tambour. Et ça n'arrête pas pendant 3 jours. On dort très très peu, mais on est vraiment dans une ambiance assez incroyable. Et là, étonnamment, très peu d'agences proposent d'y aller, très peu d'individuels ont l'idée d'aller voir ce pèlerinage qui pourtant est peut-être un des plus bels événements d'Amérique, avec une ambiance assez incroyable et énormément de choses à apprendre. Donc là, on voit la tenue des femmes et c'est tout coucou. Donc tout le monde vient camper. En fait, on a un campement qui est de 50 000 personnes qui viennent camper au même endroit et qui viennent dans les montagnes. Alors, après donc, cet événement, il y a un autre événement qui s'appelle la marche des 24 heures. Et du coup, en fin de pèlerinage, quand tous les pèlerins à redescendre, ces okuku des 4 nations différentes vont prendre un chemin et vont marcher toute la nuit, c'est pour ça qu'on l'appelle la marche des 24 heures, pour rejoindre une autre vallée. Donc ils vont marcher, en général c'est la pleine lune, on voit cette fameuse montagne qu'on voit là en image qui est là au Sangaté, donc on voit là au Sangaté, on voit la pleine lune et on va d'une vallée à l'autre en marchant de nuit avec la population, avec des bougies dans cette ambiance pour faire une dernière cérémonie dans une chapelle. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fini ce pèlerinage, traditionnellement, on prenait des blocs de glace qui étaient sur les glaciers et on les amenait à Cusco, qui est la capitale de la nation Inca. Et actuellement, enfin, il y a encore quelques années, on prenait ces blocs de glace, on les amenait à Cusco et c'était le moment du Corpus Christi. Donc la célébration du corps du Christ, qui est assez intéressante. Donc là, vous voyez les images de ce Corpus Christi qui a lieu 2 jours après le Kolyuriti. Donc quand on va au Kolyuriti, on peut évidemment aller au Corpus Christi qui est après, qui est un peu moins syncrétisme, donc il y a moins de religion andine, mais plus de catholicisme finalement. Et on ramenait ces blocs de glace, et là, l'archevêque de la cathédrale de Cusco faisait une cérémonie et prenait ces blocs de glace, et en général, il y avait on disait si les moissons allaient être bonnes ou pas en fonction de l'état de la glace, un peu de divination comme ça. Vu que les glaciers reculent pour le Kolyuriti, on a interdit d'apporter cette glace maintenant et de la casser pour la ramener, parce qu'il n'y a plus beaucoup de glace sur les glaciers eux-mêmes. Donc, comme vous pouvez voir, le Corpus Christi est assez intéressant. On voit qu'il y a quand même toutes les communautés de tous les quartiers de Cusco qui viennent avec des saints. Donc, il y a, je crois, une douzaine de saints différents qui sont transportés de la cathédrale de Cusco. Donc là, on peut voir actuellement l'archevêque avec le corps du Christ. Et puis donc, on peut voir toutes ces communautés qui promènent leurs saints sur des palanquins qui sont extrêmement lourds. Et donc, ça donne une ambiance un peu de folie à voir ces personnes qui essayent de garder, évidemment, les saints plutôt droits sur ces palanquins et puis qui essaient d'en faire attention. Et donc, il y a une nourriture aussi qui s'appelle le shiriuchu, qui est une nourriture avec de la viande froide, avec du maïs, les pommes de terre et le maïs qui sont vraiment l'alimentation, surtout les pommes de terre des peuples andins, le maïs qui vient d'Amérique centrale, mais qui est quand même très très présent au Pérou, avec du fromage et du cochon d'Inde. Voilà un petit peu cet événement haut en couleur. Alors, je ne sais pas si on est dans les temps ou on a le temps de faire quelques questions, une petite conclusion. Très bien. Donc, s'il y a des questions... Alors voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, bien sûr, grâce à l'onglet questions. Comme ça, on peut les voir avec David. Bon, il y avait une question d'Isabelle qui disait justement sur la cordillère blanche, dont on a montré l'itinéraire en 3D. Est-ce que c'est une ambiance haute montagne ou est-ce qu'on traverse des villages? Est-ce qu'on rencontre des populations?
Alors, celle qu'on a vue en 3D, c'était la cordillère Waiwash, hein, qui est à côté de la cordillère Blanche. Donc, pas confondre. Voilà, ne pas confondre. Mais en fait, dans ces deux treks, il y a assez peu de villages finalement. Il y a des bergeries, assez peu de villages. Et on n'est pas avec la même population du sud Pérou qui est un peu plus haut en couleur. Donc, la dimension humaine est un petit peu moins important que le Tour de la Hossangate ou le sud du Pérou. Par contre, la dimension montagne est beaucoup plus présente. Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler tout simplement la bonne période pour aller au Pérou? Alors, peut-être différencier entre trekking et voyage plutôt… Alors, la bonne période, ça va être du mois d'avril jusqu'à fin octobre, en fait. Après, ce qui correspond finalement à l'hiver au Pérou, mais on a un assez bon climat qui est plutôt sec. Et l'été péruvien, qui est l'hiver chez nous, donc de novembre à mars, c'est plutôt la saison des pluies, en fait. Hein. Donc, bon, c'est pas si méchant que ça. Moi, j'y suis allé pendant la saison des pluies. Ça reste assez agréable. Pour visiter, maintenant, pour randonner, effectivement, vaut mieux le faire vraiment entre avril et octobre. Une question là de Christophe qui va nous permettre de parler un peu des niveaux de difficulté sur l'ensemble des voyages Pérou et notamment trekking. Bon, je pense notamment à l'altitude. Et là, la question de Christophe était de savoir sur l'Hossangate, il a l'impression qu'on reste plutôt en fond de vallée et donc où il n'y aurait pas trop de dénivelé. Est-ce que c'est vrai, fausse idée? Alors, les trois, on va dire les trois itinéraires, Cordillère Blanche, Waiwash et puis Hossangate, on a du dénivelé. Donc, c'est comme un niveau modéré sportif avec du dénivelé de 800 mètres, voire 1000 mètres parfois. On est en altitude, donc ça reste du voyage engagé. Pour ceux qui aiment le dénivelé, on se fait plaisir. On n'est pas toujours en fond de vallée, en fait. Hein. C'est vrai qu'on voit des images en fond de vallée, mais on passe des cols. On passe plusieurs fois des cols à 5000. On va voir la montagne aux 7 couleurs. Donc, on a des miradors, on est tout le temps, on a des vues plutôt dégagées. Ça reste un très, très bel itinéraire. Et par rapport peut-être à l'altitude, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Alors l'altitude, bon, les cols à plus de 5000 mètres, à 5400 mètres sont assez rares finalement au Pérou. Donc on passe des cols à 4008 et grand col du Condor à 5002. Bon, il y a quelques à 5000, un petit peu plus de 5000. Donc ça veut dire qu'il faut quand même une bonne acclimatation pour cela. Donc c'est pour ça qu'on va visiter la vallée sacrée, donc la vallée de Cusco qui est autour de 3200 mètres d'altitude. Après le Machu Picchu, finalement, quand on va vers la vallée du Machu Picchu et la vallée sacrée, on descend un petit peu et le Machu Picchu est vers 2700 mètres. Donc on pense toujours que le Machu Picchu est en altitude. En fait, il est un peu plus bas, il fait plus chaud, il y a même un peu de moustiques pour vous dire qu'on n'est pas trop en altitude. Mais ça nous permet de nous acclimater avant de démarrer un grand trek. Et est-ce qu'il y a donc justement à l'opposé une façon de découvrir le Pérou peut-être un petit peu plus douce et peut-être un petit peu plus tournée vers la rencontre avec les Péruviens et notamment est-ce qu'il y a des nuits chez l'habitant au cours des voyages? Alors, on a effectivement des nuits chez l'habitant. On a un voyage qui s'appelle Immersion péruvienne où on va voir les classiques sans trop marcher. On a de la petite randonnée, mais de 4-5 heures sans dénivelé, qui nous permet d'aller voir les sites Incas assez préservés dont je vous parlais. Et à cette occasion, on est accompagné par des locaux. On reste dormir dans des villages quechua, mais les habitants ont fait des chambres spécialement pour les visiteurs. Donc, il y a quand même des chambres qui sont très correctes et des salles de bain partagées avec un peu d'eau pour se laver. Et puis, dans la cuisine, on peut voir quand même une cuisine traditionnelle avec les cochons d'Inde qui se baladent, avec le maté de coca, avec toute cette ambiance et les plats typiques et traditionnels qui sont servis par la famille. Donc, ça fait une belle immersion, mais avec un confort minimal quand même assez correct. Et après, on a un autre voyage assez exceptionnel où là, on va vraiment à la rencontre d'un peuple assez intéressant, un peuple quechua qui s'appelle les Queros, qui seraient les descendants directs des Incas et qui ont encore des cultures qui sont assez étudiées par les ethnologues, qui ont encore des rituels et un mode de vie assez traditionnel, assez intéressant. Et ce sont des gens vraiment qui restent assez fermés quand même aux visiteurs, donc on ne peut pas y aller en grand groupe. Et là, on a décidé de faire un voyage avec un spécialiste qui s'appelle Antoine Georges, qui les connaît bien, qui parle quechua, qui a des amis là-bas. Et l'idée, donc, c'est de faire des réunions, évidemment, avant d'aller les voir pour leur expliquer ce qu'on vient faire chez eux. Enfin, il y a tout un protocole. Et puis, c'est de rien emporter, c'est-à-dire de vivre comme eux et de vivre avec eux. Donc là, on est dans une immersion pure et dure pour aller voir des gens
qui n'ont pas d'autres visiteurs quasiment le reste de l'année. On part sans cuisinier ou avec un cuisinier, mais en tout cas, on mange que les aliments qu'on va trouver dans le village. On dort dans leur maison, dans leur lit, on mange leur nourriture et en plus, on fait des belles randonnées de village en village. Et on est tout près de l'Amazonie, donc on a une ambiance qui est assez différente des autres marches dont je vous parlais. Donc ça, on a un départ par an qui est calé sur une fête, qui est le 1er juillet, et qui est calé sur la fête de Pau Cartambo, qui ressemble un peu à cette ambiance de Coluriti Corpus Christi. Et juste peut-être pour situer, où c'est que ça se passe? C'est plutôt au sud, le nord? C'est plutôt au sud. Plutôt au sud. C'est plutôt au sud de Cusco, même, quand on va vers la Hossangate. Et puis pendant ce pèlerinage du Coluriti, on peut aussi voir Sequeiros, on peut aussi aller les voir. D'accord. Alors, on va reprendre un peu de hauteur parce qu'il y a plusieurs questions justement liées à l'altitude. L'une des premières était plutôt en termes de sécurité. Est-ce qu'il y a un caisson hyperbare? Est-ce qu'il y a de l'oxygène comme c'est parfois le cas sur des treks en Amérique latine? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur nos treks à nous? Oui, bien sûr. Alors, de l'oxygène, on en a dans quasiment tous les véhicules en fait qui circulent au Pérou. On n'a pas parlé vraiment du lac Titicaca, mais le lac Titicaca est à quasiment 4000 mètres d'altitude. Donc, on est déjà sur ce lac en altitude et on peut déjà avoir des problèmes. Donc, dans tous les véhicules au Pérou, en général, il y a déjà des bouteilles d'oxygène. Parce que ça, c'est quelque chose… Il y a beaucoup d'étrangers, évidemment, qui viennent au Pérou. Beaucoup qui ne sont pas très sportifs parce qu'ils viennent voir le Machu Picchu, le lac Titicaca, sans vouloir randonner. Ils peuvent être un peu plus sensibles au mal de l'altitude quand on arrive un peu trop rapidement. Et donc, du coup, on a toujours cet oxygène qui est présente. Après, pour les treks, dès qu'on passe un col à 5000 mètres, donc dans tous les treks dont on parle, on a évidemment un caisson hyperbare, un téléphone satellite. On a aussi une liaison avec le téléphone satellite qui nous permet de parler avec des médecins de l'IFREMONT, donc des médecins spécialisés en urgence de montagne. Et puis, donc l'IFREMONT va nous donner pas mal de conseils. On a une pharmacie avec des médicaments pour l'altitude. Par contre, pour l'altitude, il n'y a qu'une seule chose à faire quand on a des problèmes, c'est de descendre. Donc, c'est de trouver des échappatoires. Et dans ces vallées, vous avez vu qu'il y a beaucoup de vallées quand on fait le tour d'un massif qui nous permettent de redescendre et finalement de descendre, au lieu de redescendre artificiellement avec le caisson, on peut redescendre tout simplement à cheval ou à pied naturellement. Et du coup, il y avait une question justement d'Yvonne qui nous demandait par rapport à l'altitude, comment on passe de 3000 à 4800 mètres, est-ce qu'il y a quand même des paliers? Voilà, c'était un peu la logique et savoir à partir de, en gros, quel niveau se déclare un peu le mal des montagnes, qui semble être un peu la… Alors effectivement, on a des paliers. Donc, comme je vous le disais, on arrive à Cusco, on y passe 3-4 jours dans la vallée sacrée. Donc, pendant 3-4 jours, on est autour des 3000 mètres d'altitude. Après, on va venir en zone de trek à 3005. Et l'idée, c'est de ne jamais monter, de ne jamais dormir à plus de 500 mètres d'altitude. 400, ça serait encore mieux. 500 mètres d'altitude plus haut que la nuit précédente. Donc, chaque nuit, puisque c'est la nuit qui est importante souvent, on ne passe pas une nuit à plus de 500 mètres d'altitude que la nuit précédente. Et ça va nous aider à bien nous acclimater. C'est pour ça que parfois, on peut même avoir des petites journées de marche parce qu'on ne peut pas aller trop vite, trop haut, trop loin. Et les problèmes d'altitude arrivent en général à partir de 3500 mètres. Donc, pour ceux qui ont été au Ladakh, par exemple, c'est l'altitude de la ville de Leh, de la ville de Lhasa au Tibet, de La Paz, 3800 mètres. Donc, on est très, très rapidement en altitude dans ces pays-là. Les problèmes peuvent arriver autour de 3500 mètres et plus on monte haut, plus on risque d'avoir ces problèmes d'altitude. Mais encore une fois, une bonne acclimatation, un programme bien conçu va permettre d'éviter ces problèmes et aussi faire attention à la progression. C'est-à-dire quand on marche, il n'y a pas de secret, il faut marcher le plus doucement possible, boire beaucoup d'eau, beaucoup s'hydrater et ça va aider l'organisme à s'acclimater. D'accord. Donc en gros, c'est bien sûr la nuit qu'il faut prendre en compte et non pas l'altitude la plus élevée auquel on va dans la journée. Oui, c'est surtout la nuit parce qu'on y passe 12 heures. Alors, en parlant de nuit, Pascal se souvient qu'il a eu très froid et pourtant c'était en août autour de l'Hossangate. Est-ce que tu peux nous donner un peu peut-être une fourchette un peu sur la nuit, combien il peut faire? Lui avait eu -10, un peu plus de -10. Oui. Alors, effectivement, les mois les plus froids sont juillet-août, mais ça reste les mois avec un ciel bleu, donc ça reste quand même très intéressant. Maintenant, on a les mois de juin et septembre qui sont assez extraordinaires aussi. Donc, en juillet-août, c'est les mois les plus froids. La journée, il peut faire entre 15 et 25 degrés
en fonction de l'altitude où on est, s'il y a du soleil ou s'il y a quelques nuages. Et la nuit, quand on dort autour des 4000-4500 mètres, on peut effectivement avoir moins 10 degrés. Exceptionnellement, peut-être moins 15 dans les plus hautes altitudes, mais moins 10, moins 5, moins 10, c'est pas rare. Et on dort sous la tente, donc il faut être bien équipé. D'accord. Et du coup, une petite question qui me fait bien rigoler, c'est pourquoi se fait-on fouetter en fait sur au Colliourity? Tu as parlé tout à l'heure qu'on pouvait se faire fouetter assez durement, mais pourquoi? Alors, bon, il y a des confréries, on appelle ça des comparsas, il y a des confréries qui ont des règles parce que ces zoukoukou, donc ces ours, ces hommes ours, qui viennent d'une légende, doivent respecter un certain rituel et protocole parce qu'ils garantissent en fait la sécurité et le bon déroulement des rituels. Donc, par exemple, ils ont le droit de boire, donc ils boivent de l'alcool, mais ils n'ont pas le droit d'être sous. Ça, c'est une des raisons. Peut-être il faut se découvrir aussi, par exemple, en passant, quand il y a un symbole sacré, il faut enlever le bonnet. Vous avez vu que tout le monde a des bonnets parce qu'il fait froid, on se protège la tête. Donc, il faut enlever son bonnet quand on est en face de l'archevêque, en face du prêtre, des choses comme ça. Donc, il y a quelques règles. Et quand on ne respecte pas ces règles, le coucou vient avec son fouet et nous donne des coups de fouet. Donc, ça, c'est une première chose. Après, alors quand on a fait vraiment une grosse erreur, là, on est fouetté sur les fesses, vraiment. Donc, on se met à quatre pattes, les fesses en l'air, et le chef des zoukoukou va nous fouetter. Et là, on embrasse le fouet et on dit merci. Bon. Après, il y a aussi, pour être frère de sang, un petit peu comme on l'appelle, il y a aussi certains rituels qui font que deux hommes vont danser, l'un en face de l'autre, avec un fouet dans la main, et vont se fouetter à tour de rôle les mollets, chacun leur tour, en évitant de crier, parce qu'évidemment, ça fait mal. Donc, l'idée, c'est de montrer qu'on est un homme, de ne pas crier, de se laisser fouetter. Et au bout de quelques coups de fouet, on s'aperçoit que si on n'est pas préparé, si on est un débutant, si c'est la première fois, on vient en jean, on n'a pas mis de collant et de grandes chaussettes en dessous. Bon, après, quand c'est la deuxième fois, on met des collants, des chaussettes, quelques bandelettes sur les mollets, et on peut y aller avec les copains. Et du coup, Pascal, qui voudrait retourner au Pérou, mais se poser la question sur la cordillère en fait nord, à savoir si les températures et si les conditions étaient un peu pareilles, et surtout son épouse qui est sensible au mal des montagnes. Est-ce qu'en termes d'acclimatation, bon, je pense que tu as répondu quand même à la question où on essaye de vraiment respecter les paliers. Après, c'est lié aussi à chacun, à la forme physique dans laquelle ils arrivent, je suppose. Tout à fait, c'est lié à chacun. Alors, dans le Nord, on fait évidemment, justement, pour l'acclimatation, il y a plein de très beaux endroits, dont Chavin, ce lieu culturel. On est à Huaraz, qui est déjà en altitude, autour des 3000 mètres. Donc, on arrive en bus de Lima à Huaraz. On y passe plusieurs nuits avant de commencer à marcher. Donc, c'est assez bien fait. L'altitude est un peu moins élevée que là au Sangaté. Donc, on est très régulièrement plutôt vers les 4000 que vers les 5000 en fonction des différents programmes. Et puis, il y a des échappatoires, évidemment. Donc, l'idée, c'est de bien... Je connais certaines personnes qui savent qu'ils sont sensibles à l'altitude et qui viennent parfois sur la zone de trek au Ladakh 2 ou 3 jours avant pour être sûr d'être bien acclimaté. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser à David, alors que ce soit sur le Pérou en général, sur un trek particulièrement savoir qu'on a des départs cet été, bien sûr. Oui. Sur l'ensemble de ces voyages. Voilà, Thibaut vous met aussi le lien vers l'ensemble de nos voyages. Je ne sais pas, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, toi, David? Écoutez, ça reste une destination phare. Et comme je disais un peu en introduction, on est vraiment attiré par le sud. Et à raison, parce que le sud, le Machu Picchu est incontournable. Alors, on peut parler aussi d'un site Inca qui va bientôt... Bon, le Machu Picchu, il y a une régulation qui est en train d'arriver. Donc, il y a 2 ans, on pouvait encore faire ce qu'on voulait. Donc, rentrer tôt le matin et partir tard le soir, y passer la journée. On n'avait pas le droit de manger, mais on pouvait rester, se reposer, s'allonger, aller se promener. Maintenant, il y a des tours, donc il y a 3 tours différents, donc c'est 2 ou 3 heures de visite obligatoire sur un parcours spécifique où en tout cas on n'a pas le droit d'aller se balader et on est obligé de sortir du site dans un temps déterminé. Et ça pourrait encore changer, donc évidemment, ça vaut le coup d'y aller tant qu'on a encore un petit peu de liberté avant qu'il y ait un ponton carrément
on parle de construire un ponton pour marcher non plus sur le site, mais sur un ponton en bois pour ne pas abîmer le site. Ce qu'il y a d'assez sympa, c'est que les lamas se baladent dans le site. Il y a des gens qui travaillent, donc finalement, ce site a l'air assez vivant. Il y a aussi un autre lieu qui s'appelle Choquequirao, qui est un site inca assez impressionnant. Plutôt en basse altitude aussi, comme le Machu Picchu, et on peut y aller en faisant une randonnée qui est assez intéressante, mais avec du beau dénivelé. Donc pas trop en altitude, mais avec du dénivelé. Et puis l'Amazonie, évidemment, on pense jamais à l'Amazonie, mais cette Amazonie qui est entre l'équateur, qui fait plus de la moitié de l'équateur, de la Bolivie, du Brésil et du Pérou, du Venezuela, c'est un autre monde, c'est encore un tout autre monde, l'Amazonie. Donc ça vaut un voyage en soi. Nous, pour l'instant, on n'a que quelques jours en Amazonie, mais il y a un formidable voyage que j'avais effectué en partie, c'est d'aller de Iquitos, cette ville au Pérou, pour aller jusqu'à Manaus au Brésil. Et on va de bateau en bateau et on voit la vie sur ce bateau. On est dans des hamacs et autour de nous, il se passe plein de choses et c'est un peu un voyage immobile le long du fleuve. On s'arrête monter les cochons, on descend les poules, les petits poissons, les choses qu'on a achetées au marché. Il y a les marchands qui viennent. Et donc, on voit cette vie qui est assez impressionnante tout le long de l'Amazone. Voilà, il y a énormément de choses à faire. Sur la côte aussi, évidemment, il y a les lignes de Nazca. On n'a pas parlé des lignes de Nazca qu'on peut survoler et voir ces fabuleuses villes. La région de Paracas avec les îles Ballestas sur la côte Pacifique. On a une faune d'oiseaux assez intéressante puisque l'eau est assez froide et il y a du poisson, donc on peut voir des pingouins, des loups de mer, toutes sortes de choses qu'on n'imaginait pas sur ces latitudes. Donc il y a une diversité assez incroyable et évidemment la nourriture péruvienne, la nourriture des Andes. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Là, j'en ai une dernière qui peut être sympa. C'est de savoir si on peut voyager si c'est une destination qui est intéressante pour des familles. Oui, tout à fait. Alors, oui, c'est très intéressant pour les familles parce que vous avez vu entre les condors du canyon de Colca, on voit aussi des volcans à plus de 6000 mètres. Donc, on voit ces volcans, des vigognes, des lamas, des alpagas, les condors. Donc, il y a toute une ambiance quand même qui fait rêver. Donc pour les enfants, c'est très très intéressant. Tous ces sites aussi qui sont quand même assez mythiques. Bon, après, il faut bien construire le voyage pour une famille. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer par le lac Titicaca, parce que là, on se retrouve à 3800 mètres. Oui. Et les adultes comme les enfants vont avoir du mal. Donc c'est bien justement pour une famille de commencer par la côte Pacifique pour aller voir tous ces oiseaux, ces loups de mer, tout ça, aller voir les lignes de Nazca, monter tranquillement vers Arequipa et Cusco, finir par le lac Titicaca. Donc un itinéraire bien conçu pour les enfants et très intéressant pour les familles. Oui. Je pense qu'on a fait le tour. On peut laisser peut-être une minute ou deux s'il y a une ou deux dernières questions. J'en profite donc pour vous vous remercier encore une fois d'être toujours aussi nombreux et aussi fidèles parce qu'on voit beaucoup de personnes qui reviennent. Si vous pouvez prendre une petite minute à la fin donc pour remplir le sondage dans l'onglet sondage, vous rappelez la prochaine webconférence comme je disais sur l'Afrique du Sud le 15 mai, mercredi 15 mai. Et puis sachez que vous retrouvez l'ensemble du programme des webconférences. Là, on va le mettre à jour, mais il est sur le site internet avec également tous les replays des précédentes webconférences. Voilà. Donc Thibaut vous met le lien également dans le chat. Voilà. S'il y a une question de dernière minute, et puis sinon, on va se souhaiter une belle soirée. Et le dernier petit conseil, si on parle quelques mots d'espagnol, parce que les Péruviens parlent pas forcément français ou pas trop anglais, à part ceux qui travaillent dans le tourisme, parler quelques mots d'espagnol, c'est toujours bien pour parler avec la population qui est très avenante. Donc, buenas noches, bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous, à bientôt, bonne soirée. No